Bonjour, vidéo T012 D3, toujours sur le Nikon Pro. Cette fois-ci on va parler du Nikon F3. Alors le Nikon F3 est apparu en 1980 et a eu une fin assez obscure, puisqu'ils ont sorti des boîtiers et des nouvelles versions encore en 1993. Donc on ne sait pas exactement quand a fini le F3. En 2020 c'est fini, ça c'est sûr. Mais par contre, on pense que c'était fabriqué jusqu'en 96, 2000, choses comme ça. Donc bien après la sortie du F3, du F4, du Nikon F4, qui lui date de 1988 de mémoire. Alors je vérifie pour pas dire de bêtises. Euh, alors c'est dans les objectifs, donc c'est pas ça. Nikonos. On parlera du Nikonos aussi. Voilà, le Nikon F4, lui, est apparu en décembre 88. Voilà. Donc, des versions du Nikon F3 sont sorties en 1993-94. Donc, quand même. On repose le bouquin, voilà. Donc, le Nikon F3 a été dessiné, a connu assez peu d'évolution sur le modèle de base. Et a connu 2 ou 3 évolutions, grosso modo. Alors l'évolution majeure qui n'a pas duré, c'est la version AF, où là, on a rajouté des contacts électriques entre le prisme et la baïonnette, de façon à rendre le boîtier autofocus. C'est le prisme qui contenait, donc c'est le prisme DX1 qui donne la version AF, et c'était dans le prisme qu'il y avait le détecteur de phase pour faire la mise au point, et qui avait les piles pour alimenter le moteur électrique qui était dans l'objectif, le moteur électrique de mise au point. Voilà. Donc le F3 AF, je n'en ai pas, mais j'ai une photo, j'ai un bouquin où il y a une photo et ça me suffit bien. Voilà, la mise au point coco. Voilà, donc là il est présenté avec le 2.8-80 et le prisme AF DX1. Voilà. Et là on remarquera que le prisme AF DX1 empiète un peu au-dessus du barillet de vitesse, et donc ce prisme AF n'est pas compatible avec tous les boîtiers. Cette photo vient de ce bouquin-là que je vous ai déjà présenté, de Peter Brasco. C'est un très bon livre sur l'histoire, mais on aurait aimé que le texte soit un peu plus étoffé. Bon, voilà. Donc, il y a un autre livre qui est intéressant, alors pas sur la période du Nikon F3, mais qui est intéressant sur la période du Nikon F2, qui s'appelle Nikon et Nikormat d'Outreland. Je me souviens plus de son prénom. D'Outreland, et qui est très bien fait, qui est très intéressant, mais pour la période Nikon F2, c'est-à-dire 1970, il s'arrête au Nikon EM. Il y a le Nikon EM qui est traité dedans. Le Nikon EM est apparu en 79. Bon. Donc le Nikon F3F mis à part. Alors, le prisme du Nikon F3F peut se mettre sur n'importe quel sur le boîtier Nikon F3 standard. Vous avez l'assistance de mise au point, vous n'avez simplement pas la communication avec les objectifs, et donc vous ne pouvez pas avoir d'autofocus. Mais ça peut vous dire, tourne à gauche ou tourne à droite, ta bague de mise au point. C'est un épiphénomène, c'est sans grand intérêt, et voilà. D'autant plus que c'était les tout débuts de l'autofocus, et sa détectivité n'était pas terrible. Le Nikon F3 de base, en voici un. Alors qu'on m'a donné parce que il a fait une rencontre malencontreuse avec un chat. Et donc le Nikon F3 ne résiste pas à la piste de chat. Voilà. Donc ça c'est le prisme standard. C'est le DE2.
Celui de DE1, c'est celui du Nikon F2. Voilà. Et bien sûr, le prisme du Nikon F3 ne va pas sur le F2 et réciproquement. Voilà. C'est un nouveau mode d'attache avec, on a deux petites boutons striés sur le côté. Voilà, là, que l'on va tirer en arrière et qui vont permettre de sortir le prisme vers le haut. Voilà. Et le verre de visée, alors si j'enlevais ça, on verra peut-être un peu mieux, et le verre de visée se prend avec l'ongle, voilà, se soulève et s'enlève. Voilà. Le mode de fixation du verre de visée n'est plus du tout comme sur le Nikon F2. Nous avons maintenant, je fais attention où je pose, voilà. Nous avons maintenant une rainure sur la face avant. Voilà. On a une rainure sur la face avant ici. Ici, là. Voilà. Dans lequel vient se prendre un ergot à l'intérieur du puits de lumière du bazar. Nous avons une languette à l'arrière que l'on n'avait pas sur les verres de visée du Nikon F et du Nikon F2, qui sont identiques, je vous le rappelle. Nous avons la peinture sur le côté avec le nom du verre. Donc là, c'est marqué Nikon Japan K. Il n'est pas point rouge et il n'y a aucun marquage nulle part ailleurs. Les cadres sont métalliques, comme sur le F, comme sur le F2. À l'intérieur, c'est la même chose. Dimensionnellement, ce sont les mêmes dimensions. Et donc, on remet à l'intérieur du puits de lumière du boîtier, on va avoir cette espèce de petite quéquette. Je fais attention à mon verre dépoli. De toute façon, il va tomber. Alors, poser sur du mou, ça sera mieux. Donc, on a à l'intérieur un petit poussoir ressort. Là, on a le LCD du posemètre. Là, on a le cran pour regarder la bague de diaphragme quand l'objectif est monté dessus. Et on a ici des diodes qui servent à indiquer les modes du flash quand le flash est rechargé et ainsi de suite. Voilà. On remarquera, donc ça c'est un boîtier en 160 000. Je crois, de mémoire, ça doit commencer à 125 000 les numéros du F3. Et c'est agaçant cette mise au point. Voilà. Et on a au fond du puits, là, deux petits contacts électriques et que l'on n'a pas, et on n'en a pas de l'autre côté. Voilà. Donc ça. Bon. On remet le dépoli face avant, tac, hop, en bas. Voilà. De façon à le glisser dessous. Et on remet le prisme dessus. Et on clipse. Voilà. Et donc, ça, c'est le prisme DE2 qui offre un grossissement de 0,8 fois, comme le F2, comme le Nikon F, comme le Nikormat, comme les Nikormat, comme le FM, comme tous les FM, tous les FE, et ainsi de suite, le FA, et ainsi de suite. Voilà. Il offre donc un grossissement de 0,8, donc on voit une image qui est bien. L'image est pour tous les Nikon, le dépoli est à 1 mètre de distance et les indications sont à 80 cm de distance, ce qui veut dire que l'œilleton est réglé à -1 dioptrie, ce qui veut dire que si vous n'avez pas votre distance de mise au point d'œil qui descend à 80 cm, vous ne verrez pas net les indications. Et si vous n'êtes pas capable de faire la mise au point à 1 mètre de distance, avec votre œil, vous ne verrez pas les indications. Et donc dans ce cas-là, il faut mettre des correcteurs dioptriques. Le
ce prisme-là. Donc, alors, le prisme-là, là, il y a marqué Nikon et rien d'autre. Voilà. Sur les autres prismes, il va y avoir marqué HP. HP pour High Point. Point élevé. Et donc, ce prisme-là n'est pas négligé. D'abord, il n'est pas très recherché. Mais la visée est confortable. Et c'est celui qui va vous donner, entre guillemets, l'image la plus grosse. Parce que le viseur HP, que l'on va voir qui est le suivant, est un viseur qui grossit un peu moins. Il grossit 0,75 fois ou un truc comme ça. Donc l'image est un peu plus petite dedans. Alors c'est relativement imperceptible, mais quand même. Voilà. Alors, je vais vous sortir donc le F3 suivant. Donc le F3 DE2, c'était le tout premier modèle qui est sorti. Très rapidement après est sorti le F3 HP. Voilà, donc voici un F3 HP. Alors j'ai mon œilleton qui... Donc voici un F3 HP. Le F3 HP a marqué dessus HP. C'est comme ça qu'on le reconnaît. La forme du prisme n'est pas tout à fait identique. C'est un prisme qui est un peu plus gros, qui est un peu plus haut, qui est un peu plus lourd. Voilà. Et le diamètre de l'oculaire derrière qui est plus grand. Voilà. Alors, voilà. Diamètre de l'oculaire qui est un peu plus grand. Et avec le viseur HP, on peut enfin utiliser ces lunettes pour faire la mise au point. Donc si vous portez des lunettes, c'est un viseur qui est très très confortable. Mais bon, ça grossit un tout petit peu moins que le viseur, que le F3 standard. Voilà. Donc ça c'est le F3 HP. Le prisme va se monter sur l'autre. Hein. C'est uniquement le prisme qui change. Hein. Voilà. Pendant qu'il est démonté, alors non, et donc le F3HP a eu 3 versions qui existent, 3 déclinaisons qui existent en 4 versions. Et donc la première version que l'on va voir, c'est le F3 Titan. Alors, chronologiquement parlant, le premier F3 Titan qui est sorti, c'est celui-ci, donc qui est sorti d'une jolie couleur titane. Alors, la plaque de devant est en plastique colorisé, mais tout ce qui est après en couleur comme ça, c'est en titane. Voilà. Et le dos aussi est en titane. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que bon, c'est un modèle intéressant parce que d'abord, je le trouve très joli dans cette couleur-là, mais il y a des petits rigolos qui vous vendent le truc avec un prisme noir ou avec le dos qui n'est pas le dos d'origine. Voilà, parce que le dos d'origine, il est titane, alors que le dos normal, il est noir. Quoi, voilà. Bon. Le F3 Titan a existé après dans une version noire. Voilà, donc c'est marqué F3T dessus, avec un verre de visée, avec un viseur HP, et le viseur HP, celui-là, il est titane. Alors, je ne vais pas gratter la peinture pour vous le prouver, mais on peut s'en rendre compte parce que ce n'est pas la même finition de peinture qui est dessus. Voilà. Alors, mon F3T, ben, il est relativement neuf, donc on ne le voit pas, mais j'en ai vu d'autres avec cette même peinture-là, et la peinture est écaillée, et c'est du titane dessous, c'est pas du laiton. Voilà. Et la dernière version que l'on a du F3 HP, c'est la version... Alors, c'est le F3P, avec un viseur HP qui cette fois-ci a une prise synchroflash dessus, qui est en titane, alors ça on voit ça à cause de la peinture, et le F3P a un numéro de série qui commence par P quelque chose. Voilà. Le F3P
a un barillet de vitesse qui est surélevé, un déclencheur qui est un peu spécial. Voilà. On va revenir dessus après. Donc, le F3, à quoi il faut faire attention? Et donc, c'est pour ça que je prends celui-là, parce que là, on va bien voir. Donc, on a un ergot de centrage qui est là. On a le bouton de rembobinage qui est ici. Là, on a la prise moteur. Là, on a la prise trépied. Là, on a les piles. Deux piles SR44 ou une pile CR 1 tiers de N. Et là, on a le cache pour le moteur. Et le cache pour le moteur sur le F3 Titane, c'est le cache standard, donc il est en aluminium, elle me disait noir. Donc là, il n'y a pas de faute de goût, il est vraiment noir. Sur un... Et donc, si vous voyez des contacts électriques, hop là, fais la photo, fais la mise au point. Hop là. Voilà. Et donc, si vous voyez des contacts électriques sur la semelle, c'est qu'il y a un trou pour mettre le moteur. Parce que, comme pour le F2, le moteur a la possibilité de rembobiner. Alors, hop, a la possibilité de rembobiner le bousin. Alors, il y a des piles dedans, donc ça tourne. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui rentre dedans. Alors, si vous achetez un F3 avec moteur, dans le compartiment à pile, voilà, il y a un petit bouton strié qu'on voit en haut, tout en haut, et qui est en fait l'endroit. Alors, il ne faut pas que je le fasse tomber. Voilà. Et donc, voilà, il y a un petit compartiment là-haut, strié. Voilà, strié, hop. Et dans lequel vient se ranger le compartiment, le bouchon de protection. Donc si vous achetez un Nikon F3 avec le moteur, eh ben, c'est dedans. Enfin, il faut espérer que ce soit dedans. Et hop, on fait la mise au point. Voilà. Donc, voilà. C'est pas la peine de crier avant d'avoir mal. Si vous achetez le boîtier avec un moteur, eh bien, et que le moteur est monté dessus, eh bien, le bouchon doit être dans le compartiment de pile. Et c'est pour ça qu'il faut regarder que c'est bien livré avec, parce que votre moteur électrique, si vous voulez l'enlever, il faut reboucher obligatoirement ça. Voilà. Donc on continue le tour du propriétaire. Alors, on a la prise synchro flash qui est filetée depuis, alors elle est filetée depuis le Nikon F2. Hein, donc c'est toujours le même standard. On a le bouton pour débrayer l'objectif. Là, on a le bouton poussoir de mémorisation pour mémoriser l'exposition. Là, on a le déclencheur mécanique de secours. Voilà, donc on ouvre le truc comme ça. Alors quand c'est armé, ça déclenche. Alors ça déclenche au 60e, 80e de seconde. On a le testeur de profondeur de champ. On a le relevage de miroir, comme sur le F2. Voilà. On a une diode qui va s'allumer quand on va mettre le retardateur. Alors, le retardateur, il est électronique cette fois-ci. Hein. Voilà, donc ça fait 10 secondes et on n'a pas le choix. Voilà. Et il faut le refaire. Et le retardateur se manipule avec le bouton qui est là, qui fait apparaître le point rouge qui est à côté. Voilà. Et donc ce bouton se manipule avec deux doigts parce que la petite excroissance, c'est la même couronne en fait. Hein.
Donc on le remet en position comme ceci. Alors c'est relativement dur, hein. Voilà. On a le verrouillage du déclencheur qui est ici. Voilà. Donc quand c'est normalement ça déclenche plus. Et c'est le on-off. Voilà. Et là ça déclenche. On a le levier d'armement. On a le bouton de surimpression. Donc on le met comme ça, on réarme et ça n'avance pas et ça déclenche. On a la fenêtre de compteur de vue qui est triangulaire. Voilà. On a le sélecteur de vitesse qui tourne avec une position aperture pour le mode automatique et un petit bouton chromé sur le dessus pour déverrouiller, parce que là il est verrouillé en position A. Alors il se verrouille en position A, il se verrouille en position X, qui est la position de synchroflash. Voilà. Il se verrouille, alors il se verrouille en position, non, il se verrouille en, alors et quand vous passez en X, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton, de même que quand vous passez en A, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Par contre, il faut appuyer sur le bouton pour en sortir. En position X, voilà, et après il y a T, B et TB, 8 secondes à 1 demi-millième de seconde, et en rouge, 1 soixantième de seconde, qui est aussi une position de synchroflash. Voilà. La synchroflash est à 1 quatre-vingtième de seconde, est à 1 quatre-vingtième de seconde. Bon. De l'autre côté, on continue. On a une nouvelle prise de flash avec trois contacts électriques et une nouvelle glissière, voilà, donc qui est incompatible avec les flash F2 et F. Voilà. On a le sélecteur de sensibilité, il faut soulever la couronne pour tourner, pour afficher la sensibilité que l'on veut. Voilà. Voilà. On a sur le dessus un petit bouton chromé, voilà, avec le correcteur d'exposition. Et donc on appuie sur le bouton et on tourne la bague qu'on a tournée tout à l'heure pour afficher une correction d'exposition. Voilà. Donc là, j'ai affiché une correction d'exposition de +1 et on a vu que la fenêtre des sensibilités a tourné. Voilà. On remet sur 0. Et alors de mémoire, si on met une... Ouais, c'est de mémoire, et ma mémoire est full, quoi. Voilà. Et on a un petit ergot là qui permet de soulever le bouton pour ouvrir le dos. Voilà. Pour charger et mettre le film, bien sûr. Voilà. Et on a ici un petit levier qui permet d'occulter l'oculaire. Ce petit levier se retrouve aussi sur le DE2. Par contre, celui-là, bon, comme je vous dis, il y a un chat qui a pissé dessus, donc on me l'a donné. On dit merci Jean-Loup. Voilà. Et ça tombait bien, j'en avais pas dans ma collection. Bon. Le boîtier, mais ça je l'ai déjà montré, est AI, avec un ergot éclipsable. Donc on a ici un petit point chromé qui permet, alors ça
je le montre d'habitude, qui permet de soulever l'Ergo AI pour monter l'objectif. Voilà. Donc le F3, c'est ça, on a fait le tour. Il n'y a plus grand chose à en dire. Alors, si quand même un peu. Alors du coup, avec le système AI, il n'y a pas besoin de faire l'aller-retour, hein. On est d'accord. On a au centre et au milieu, en haut, la fenêtre qui regarde le diaphragme, qui a la valeur de gravée sur la petite échelle de diaphragme des objectifs AI. Et on a un LCD en haut à gauche qui nous permet, qui nous affiche ce que pense le posemètre. Donc dans ce LCD, on voit apparaître le mode dans lequel on est. Voilà, alors comme je viens d'ouvrir le dos, il faut... Voilà. Donc là, je suis en mode M, donc j'ai un petit M qui apparaît. J'ai la vitesse qui apparaît, en 125e de seconde, et j'ai un plus et un moins. Donc c'est une balance, comme le DP2, à deux diodes, entre guillemets, à deux indications, un plus et un moins. Quand c'est bien exposé, le plus et le moins s'affichent. Voilà, c'est un peu plus simple. Alors, c'est en haut à gauche, moi personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que c'était mieux quand c'était en bas et à droite, mais bon, voilà. La petite fenêtre que l'on voit au bout du doigt, là, qui est blanche, voilà. La petite fenêtre en plastique transparent permet d'éclairer le LCD par derrière. Il y a un petit bouton rouge, là, qui, même sur les boîtiers neufs, fonctionne très très mal. C'est un petit contacteur qui est censé allumer une petite diode, une petite luciole, petite lampe. C'est même pas une diode, c'est une lampe, pour éclairer le LCD pour la photo de nuit. Voilà. Mais ça marche pas très mal, même quand c'est neuf. Voilà. C'était dessiné par Giugiaro. C'est le premier boîtier qui est... Enfin non, il a fait le Nikon EM, je crois aussi. Voilà. Les boîtiers T, noir ou chromé, noir ou champagne. C'est pas chromé, c'est champagne. Si vous dites que c'est chromé, vous passez pour un pecno. Un numéro qui commence par T. Le boîtier AF devait avoir un numéro qui commençait par AF de mémoire. Et on ne le voit pas sur les photos, mais bon. Enfin, voilà. Donc, alors que dire du F3? Alors, le F3 inaugure plusieurs choses par rapport au F ou F2. Il inaugure la cellule dans le boîtier et non pas la cellule dans le viseur. Donc, quel que soit le viseur que vous allez monter sur le F3, quel que soit le verre de visée que vous allez monter sur le F3, votre posemètre sera bon. C'est quand même une grande nouveauté. Le F3 a un posemètre qui est dans le plancher. Alors, je vais vous montrer ça sur celui-là. Tac, 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 voilà. Tac, tac, hop. Le dos se démonte de façon à pouvoir mettre un dos de 150 vues ou d'autres dos accessoires. Je pourrais peut-être enlever l'objectif, on verra mieux. Et on voit la cellule, vous voyez, qui est dans le plancher du bazar. Et cette cellule unique sert à faire l'exposition en lumière continue et puis l'exposition TTL au flash. Voilà, donc là je l'ai mis en pose T. Pour sortir de la pose T, je tourne le barillet et clac, ça se met comme il faut. Bon, on remonte le bazar avant de mettre les doigts dans l'obturateur. L'obturateur, c'est le même obturateur. Alors c'est un obturateur électronique cette fois-ci, et il n'y a pas de minuterie, il n'y a pas d'horloge dedans. Et, mais c'est toujours le même obturateur à rideau du F2, du Nikon F,
des Nikon télémétriques. Donc c'est toujours l'évolution de l'obturateur des Leica 800. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur les télémétriques Nikon, où je vous explique la genèse des appareils photo télémétriques Nikon, où ils ont copié l'intérieur d'un Leica 800. Et en fait, bah voilà, c'est le même obturateur qu'ils ont fait évoluer. Donc Nikon a réussi à faire évoluer l'obturateur des télémétriques 800 Leica à un niveau que Leica n'a jamais réussi à faire. Voilà, c'était un obturateur électronique avec le 2 millième de seconde qui va bien, quoi. Bon. Donc je me moque des ingénieurs de Nikon, mais bon, ils ont réussi quand même là où des ingénieurs allemands n'ont pas réussi. C'est vous dire. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Bon. Les petites particularités, donc on a vu rapidement ces histoires de viseurs qui suivaient la finition des boîtiers, entre les boîtiers titane et choses comme ça. Donc le viseur DE2 c'est le viseur standard noir, le viseur DE3 c'est le viseur du F3 HP standard noir, le viseur DE4 c'est le viseur titane mais qui est HP aussi du F3 titane. Alors il existe en version champagne et en version noire. Le DE5 c'est le viseur du F3P qui est aussi HP, et le viseur DX1 c'est le viseur AF du F3AF. Et le boîtier P, donc le boîtier titane, qu'est-ce qui change entre un boîtier normal et un boîtier titane? C'est uniquement le métal qui constitue l'extérieur du boîtier. À l'intérieur, c'est totalement identique, c'est parfaitement identique, et ainsi de suite. Donc, bon, c'est pas indispensable d'avoir une version titane. La version titane n'est pas plus robuste, n'est pas mieux fabriquée, n'est pas quoi que ce soit, n'a rien de supplémentaire que cette fantaisie d'avoir du titane. Voilà. Bon, le F3 Press. Alors, le F3 Press, je vais... Lui, il a deux petits trucs supérieurs. Deux, trois petits trucs supérieurs quand il était livré. Alors, il était livré d'origine avec le dos MF6B. Le dos MF6B a cette protubérance-là qui permet d'arrêter le rembobinage électrique du film pour laisser l'amorce apparente. Voilà, et donc c'est le dos standard du F3P et du F3 Limited. Alors le F3P était vendu uniquement aux photographes professionnels sur présentation de la carte de presse. Bon, moi j'ai réussi à en acheter un neuf sans problème, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais bon, je ne suis pas photographe professionnel et je n'ai pas de carte de presse. Hein. Mais bon, quand vous payez, vous avez ce que vous voulez. Et quand vous êtes un client sérieux dans votre magasin photo, quand vous dites je veux ça, ben, le mec il se démerde pour vous l'avoir. Bon, il était vendu au Japon sous le nom de F3 Limited pour le marché japonais, amateur japonais. Voilà. Mais c'est la même chose que le F3 Press. Le F3 Press a, donc la première différence, c'est la livraison avec le dos comme ça. Normalement, il aurait dû être livré avec un moteur presse qui devrait avoir le même déclencheur que a le boîtier ici. Donc sur le boîtier, à la différence du F3 standard, le F3 standard et tous les autres F3 ont un bouton de déclenchement chromé avec un trou pour mettre un déclencheur souple. Le F3 Press, lui, a un déclencheur qui est recouvert d'une pellicule, d'une couche qui fait à peu près 1 mm à 1,5 mm d'épaisseur en silicone, qui n'adhère pas au truc, donc elle peut être scratchée, il faut faire attention, elle peut être déchirée, et il n'y a pas de trou derrière de déclencheur souple. Donc si vous voyez un F3 Press avec un truc brillant à cet endroit-là lisse, ben, ça veut dire que la membrane en silicone est morte, et a été scratchée, et a été arrachée.
donc il faut éviter d'acheter ça, voilà, bien sûr. Le F3 Press a une fenêtre de compteur qui est ronde. Voilà, là elle brille, là on voit le compteur. Alors que le F3, tous les autres F3 ont une fenêtre triangulaire. Voilà, ont une fenêtre triangulaire et donc là les numéros sont bleus, là les numéros sont blancs et là les numéros sont blancs et celui-là qui est standard, là les numéros sont bleus. Voilà. Donc il y a eu différentes couleurs de compteurs. Mais bon, sur un F3 standard, hop, 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 la mise au point, ouais. Les numéros sont bleus et la fenêtre est triangulaire. Sur un F3 titane, les numéros sont blancs. Les numéros sont blancs. Voilà. Les numéros sont blancs. Alors, ils sont blancs sur le champagne, ils sont blancs aussi sur le noir. Les numéros sont blancs. Voilà. C'est une différence. Bon, voilà. Et sur le F3P, le F3P a donc le compteur qui est rond, les numéros sont blancs, mais surtout il n'a pas le posemètre qui ne démarre qu'à partir de la vue 0. Donc quand vous mettez le film, le posemètre est directement actif. Alors que quand sur les autres F3, Titane compris, quand vous mettez le film, le posemètre n'est actif qu'à partir de la vue 0 ou de la vue 1. Voilà. On a les indications du posemètre. Voilà. Alors, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, c'est une connerie, enfin, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, quand vous chargez, il faut bien armer deux coups pour avoir du film vierge en face du bazar. Donc, sauf à charger dans le noir pour essayer de gagner une vue, un truc comme ça, il faut vraiment être radin pour ça. Bon, on remarque qu'il n'a pas le petit bouton de surexposition, de double exposition, pardon. Voilà. Le déclencheur est surélevé et il a un bouton mécanique de blocage au lieu d'avoir le truc en plastique. Il n'a pas de retardateur. Alors, comme il n'a pas de retardateur, il n'a pas non plus de diode de retardateur. Voilà. Alors là, j'ai mon écran de retour qui a plus de pile, mais bon, donc je suis sur l'écran du... Donc c'est caché par un bout de plastique noir. Voilà. Il a le relevage du miroir comme les autres. Il a le bouton de mémorisation comme les autres. Et il a le déclencheur mécanique comme les autres. Voilà. Là, il n'y a pas de pile dedans. Voilà. Quand on monte le moteur dessus, le boîtier est alimenté par les piles dans le moteur. Voilà. Donc ça se monte, ça se visse, il n'y a pas de souci. Voilà. On a un bouton à 3 positions. Voilà, tac, hop. Voilà. On a un bouton sélecteur à 3 positions LSC sur le déclencheur du moteur, lock, single et continuous. Voilà. Au dos, on a une petite molette chromée avec un compteur à rebours, mais cette fois-ci, on peut soi-même le mettre sur le point rouge de façon à ce qu'il ne fonctionne pas. Et ce compteur à rebours permet d'arrêter le moteur au bout d'un certain nombre de vues quand on veut faire des rafales d'un nombre de vues voulu. Voilà. On a le testeur de piles, qui a un bouton là, alors quand on appuie, ça teste les piles, mais je crois que les piles sont... c'est des accumulateurs, et donc voilà, donc ça élimine les diodes. Voilà. Et puis on a le bouton de rembobinage, donc on a le bouton 1
qui permet d'appuyer sur le bouton de rembobinage du boîtier, et après on a le bouton 2, alors il faut faire les deux en même temps, qui permet de remonter le bazar. Alors là, comme il y a le dos qui dit que le film est rembobiné, eh bien, il ne rembobine pas. Voilà. Et donc, on a le... Et là, grande nouveauté, ils ont mis la connexion électrique entre le boîtier et... Alors ça, c'est valable pour tous les F3 et c'est valable pour tous les MD4, hein, les boutons que je viens de vous montrer, tout ça. Le moteur, là, c'est un moteur MD4 standard. Et donc, quand vous vous mettez en continu, eh bien, la cadence suit le temps d'exposition, ce qui n'était pas le cas avec le F2. Le F2, vous mettiez 1 seconde de pause et puis 5 images secondes. Le boîtier, le moteur tourne à 5 images secondes, donc réarme et avance le film, alors que votre minuterie essaye de vous faire un temps de pause d'1 seconde. Voilà. Donc il faut faire attention quand on utilise le comment s'appelle le moteur sur le Nikon F et sur le Nikon F2, où il faut faire attention à ça, parce que sinon on a tôt fait de fatiguer la mécanique, d'esquinter quelque chose, et ainsi de suite. Et alors, la grosse différence l'autre différence comment s'appelle du P, c'est que du fait de ce prisme qui a le synchro flash, alors le prisme, lui, il a trois petits connecteurs à ressort dessus, là. Voilà, 3 petits connecteurs à ressort dessus. Et dans le boîtier, cette fois-ci, on n'a plus 2, mais 4 connecteurs électriques dedans. Donc le prisme à synchroflash peut fonctionner dans tous les boîtiers, mais cet ergot-là, lui, n'est pas connecté. Il est connecté qu'avec le F3P. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le Nikon F3. Alors, du fait que le prisme vient coiffer le dépoli, fait que on peut utiliser sur un F3 des dépolis de Nikon F2 et de Nikon F. Par contre, ils ne sont pas faciles à enlever parce que la fonderie a été un peu modifiée. Bon, on a rajouté la languette pour pouvoir l'enlever sur le F3, mais il y a un petit usinage et un petit chanfrein sur le bord arrière qui permet de basculer facilement le dépoli. Et donc du coup, si vous cherchez un dépoli particulier et que vous ne le trouvez pas en F3, mais que vous le trouvez qu'en F ou en F2, eh bien, il faut sortir sa lime à ongles, refaire le chanfrein à l'endroit où il manque pour pouvoir l'utiliser. La languette de l'ergot à ressort, je ne sais pas si l'ergot à ressort, il y a un contact derrière. Pour moi, il n'y a pas de contact derrière, c'est juste un ergot à ressort, donc le petit ergot chromé que je vous ai montré. C'est juste un petit ergot chromé qui sert à plaquer le dépoli et pas forcément à détecter quoi que ce soit. Donc peut-être je me trompe, mais quand j'ai fait la manip et que j'ai voulu utiliser des verres de F2 ou sur mon F3, j'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Parce que bon, les verres de visée, c'est pareil. C'est des choses qui sont un peu difficiles, chiantes à approvisionner, à trouver, surtout certains modèles, et c'est un peu dommage. Enfin, voilà, quand vous l'avez déjà en Nikon F, en Nikon F2, pardon, ou F, hein, c'est les mêmes, retrouver les mêmes en F3, puis en F4, puis en F5, ça devient rapidement gonflant. C'est dommage parce que ce sont des accessoires qui sont bien
qui vous amène un réel confort de visée. Notamment la série des verres de visée H, qui sont des verres de visée, alors H1, H2, H3, H4, qui sont des verres de visée avec du microprisme sur toute la surface et qui offrent une visée vraiment très très claire, et notamment avec des objectifs pas forcément clairs du tout, du genre des 1000 mm à f10 ou à f11, où on ne voit pas grand chose. Et bien avec ces verres là on voit vraiment bien et on fait une mise au point qui est vraiment très très discriminante. Alors comme ce sont des microprismes sur toute la surface, on ne peut pas tester la profondeur de champ, c'est vrai, mais bon, sur un objectif qui n'a pas de diaphragme comme un objectif à miroir ou un télescope, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Et donc ce sont des verres dépolis que j'utilise quand je pars, que j'utilisais quand je partais, par exemple pour faire la photo d'astronomie, j'utilisais volontiers le H4, et quand j'utilisais le 302.8 pour faire de la photo animalière ou pour faire de la photo de sport, j'utilisais le H3. Voilà. La différence entre H1, H2, H3, H4, c'est la forme, l'angle des pyramides des microprismes, qui est adapté à un certain f sur d et à une certaine focale. Voilà. Donc il y a dans le mode d'emploi, tout ça c'est expliqué, il n'y a aucun souci. Ce moteur-là est un moteur standard que j'ai fait modifier chez Nikon pour une utilisation précise, pour pouvoir l'alimenter en... Donc le boîtier standard est alimenté en 12 volts, 8 piles de 1,5 V, mais pour une manip que l'on voulait faire, où on voulait monter en cadence, on pouvait l'alimenter en 24 volts, mais il y a un composant électronique qui a été changé pour ce faire, et donc du coup, alors c'est Nikon qui a changé le composant électronique, mais moi, comme la poignée était déjà bien abîmée, j'ai fini d'enlever la peinture noire, et en fait c'est une connerie. Alors c'est très joli, c'est très beau, je suis très content, mais cette peinture noire qui est sur la poignée est antidérapante, et là ça glisse comme une savonnette de deuil, c'est une horreur. Voilà, mais bon, ça me permettait de monter à 8-10 images secondes, miroir relevé, avec un f3 standard. Voilà. Parce qu'il y a un f3 dont je n'ai pas parlé, qui est le f3H, qui est donc le f3. Alors c'est pareil, alors, Nikon, pour les Jeux Olympiques et pour les photographes de sport, sortait des versions spéciales du F, du F2 et du F3, qui sont respectivement le F HMD, le F2 HMD, le F3H, qui sont des versions à miroir semi-transparent fixe, et donc qui permet d'avoir dans le circuit, dans le chronogramme d'exposition, il n'y a plus le cycle d'exposition du miroir, puisque le miroir est fixe, et donc ça permet de gagner 1 à 2 images par seconde. Et donc le F3H doit monter à 10 ou 12 images secondes, peut-être 13. Le F2 HMD monte à 9 images secondes, et le F HMD monte à 8 images secondes. Bon, ce qui est une performance pour l'époque, mais maintenant le D4, D5, D6 fait ça sans aucun souci et sans version spécifique. Voilà, donc là sur le F3 High Speed, il est combien je regarde sur le bouquin. 13 images secondes, voilà. Avec un moteur spécial F3H, pas avec le moteur standard. Voilà, voilà. Donc, je vais vous chercher les viseurs et on va parler un peu des viseurs. Alors, les viseurs, que ce soit pour F3, F2, F4 et F5, peu ou prou font les mêmes choses. Et donc, du coup, j'ai pas toutes les versions dans tous les modèles, parce que je collectionne le Nikon F, c'est certes, mais je collectionne pas les viseurs de Nikon F. Et les autres, je les ai achetés pour les utiliser. Voilà. Voilà, tac. Donc, alors, on a, en plus des viseurs prisme, en plus des viseurs posemètre, on a
trois viseurs différents. On a le viseur, alors comment ça s'ouvre ça? Voilà, on a le viseur HUD. Voilà, donc par exemple on a un viseur comme celui-là, voilà, donc c'est un viseur, il n'y a rien dedans, hein. On peut passer le doigt. Voilà, alors ça c'est la version du F3 par exemple. On a une petite loupe qui peut apparaître dedans, mais alors comment est-ce qu'on a fait apparaître? Ah oui, voilà. Donc on a une petite loupe dedans. Hop, 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 voilà, une petite loupe dedans. Et hop, hop, voilà. Donc ça se monte sur le boîtier. Voilà, comme ça. Et la loupe permet de faire la mise au point. Donc la loupe grossit 5 fois. Voilà. Voilà, et ça permet de voir, hop, 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 oui, mon rideau, voilà. Et donc on voit sur le dessus. Alors bien sûr, l'image est inversée droite-gauche. Alors l'image est inversée droite-gauche, donc ça se replie comme ça. On appuie vers l'avant, ça se déplie. On a un petit trou dans le haut. On a un petit trou dans le haut. Voilà, c'est la mise au point coco. Voilà. On appuie et ça fait apparaître la loupe. Et pour replier la loupe, on replie un peu et ça range la loupe. Donc ça, c'est la version pour le F3. Ça existe en version pour le Nikon F2. Alors pour le Nikon F2, bah, c'est simple, la plaque Nikon est dessus, voilà. Mais c'est le même, alors dessus c'est un peu différent, mais c'est le même principe, on appuie pour faire sortir, et on a la petite quéquette pour faire apparaître la loupe. Voilà. Donc ils ne sont pas ennuyés, c'est exactement la même chose, et voilà. Et bien sûr, on a la même version pour le Nikon F, voilà, hop, pour le Nikon F, qui cette fois-ci n'a pas de plaque de nom, puisque la plaque de nom reste sur le boîtier. Il y a un joli F dessus qui est cursif. On appuie sur le bouton pour le faire sortir, et on a toujours la petite quéquette pour faire apparaître la loupe. Voilà. Donc ça, c'est le viseur entre guillemets. Oui, quel nom? Alors c'est donc là derrière c'est marqué Nikon machin chose, voilà. Et quand il va être pour le F2, ça va être marqué DW1, voilà. Hein, oui, DW1. Et sur le F3, c'est marqué DW3. DW3. Voilà. On a le viseur, un autre viseur que l'on a, c'est le viseur à grossissement 6 fois. Voilà, à grossissement 6 fois. Voilà, tac. Donc, je l'ai pour le F3. Donc, c'est une grosse loupe. Voilà. Donc, c'est une grosse loupe. Voilà. Ah, il n'existe qu'en noir, hein. Je suis désolé pour la faute de goût. Voilà, on a une grosse loupe sur le dessus, voilà, qui cette fois-ci grossit 6 fois. Alors il y a un réglage dioptrique pour régler sa vue, et puis, alors bien sûr, là aussi, l'image est inversée droite-gauche. Ça ne change pas. Et donc là, pour le F3, il s'appelle DW4. DW4, parce que sur le F2, il s'appelle DW2. Voilà. Il a dû exister pour le Nikon F, mais je suis même pas sûr. Voilà, je suis même pas sûr. Hop, et donc on met le bouchon pour le protéger. Voilà, et pendant qu'on est debout, on met le bouchon pour le protéger. Voilà. Le viseur, par exemple, donc alors c'est celui-là, c'est celui du Nikon. Hein,
du F4. Parce que je sais que je dois l'avoir pour le Nikon F5, donc ça doit être celui du Nikon F5, je pense. Je suis pas sûr de l'avoir acheté pour le Nikon F4. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bon. Et celui-là, c'est celui du Nikon F4 ou du Nikon F5. Voilà. Et alors, bien sûr, celui du Nikon F4 ou celui du... Ce n'est pas le même que celui du Nikon F5. Hein. Faut pas rêver. Les attaches de prismes et les protocoles de communication des prismes ne sont pas les mêmes. Le dernier viseur de la collection que l'on peut avoir, c'est le viseur sportif. Voilà. Le viseur sportif. Alors, ce viseur sportif offre un oculaire de vraiment grande dimension, voilà, et qui permet de voir le dépoli jusqu'à 6 cm en arrière jusqu'à 6 cm de visée. C'est-à-dire que, là, vous voyez, à cette distance-là, je vois mon dépoli complet. Voilà. Alors, ici, je suis dans le champ, voilà, 6 cm. Donc, si vous avez l'appareil photo dans un caisson sous-marin et vous-même un masque de plongée, vous voyez votre dépoli complet. Donc, c'est un... Et ce prisme-là, il existait en Nikon F, donc il y a un F qui est gravé là. Il existait en F2, c'est le même, mais il y a la plaque Nikon qui est vissée dessus. Il a existé en F3. Il a existé sous une forme différente en Nikon F4 et en Nikon F5. Le Nikon F6 n'a pas de viseur interchangeable. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du Nikon F3. Le Nikon F4, je ne l'ai pas amené, donc ça sera pour plus tard. Sur ce, soyez éco pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites des images. Au revoir.